Gao, une base militaire française au milieu du désert malien. Elle accueille jusqu'à 1600 soldats français. Un camp retranché, protégé, où derrière les barbelés, une vie s'organise. Une vie en OPEX, en opération extérieure. Le lieutenant Yann est pilote au 5e régiment d'hélicoptères de combat. Il alterne mission et moments de récupération. Sa zone vie, comme tous les militaires l'appellent, se trouve sous une tente au détour de quelques sacs de sable. Voilà, bienvenue. On est dans la tente des pilotes Puma. Comme vous voyez ici, on a un petit peu installé une petite zone vie où on arrive à se retrouver tous ensemble le soir. Et puis ensuite, sur les côtés, les alvéoles dans lesquels chacun a son petit coin à lui. Un petit espace lit avec notre moustiquaire individuel. Notre gilet pare-balles avec un petit lot santé. On a donc un FAMAS. Chacun arrive à s'adapter un peu à sa manière. Moi, je me suis fait une micro-table. J'ai mes lectures. Et puis, mon épouse, Mathilde. Une petite photo de vacances. Et puis, mes enfants, Baptiste, qui a 3 ans, et Marius, qui a 1 an. On a Internet. On arrive à communiquer avec eux tous les jours, quasiment. On a des coupures régulières, mais on s'y adapte aussi. Et puis, on arrive quand même à garder le lien. Ouais. À l'autre bout du camp, des commandos se préparent. Des parachutistes qui interviennent dans des situations délicates comme l'arrestation de chefs djihadistes. L'adjudant-chef Jean-Michel va briefer ses hommes. Ok, c'est bon, on va refaire un petit check de la situation. Une fois qu'on a pénétré à l'intérieur, on travaille tout en souplesse et en délicatesse, d'accord? Le but pour nous, c'est de rentrer en discrétion et de faire le minimum de bruit pour surprendre l'ennemi. Ok. Ils ont 5 minutes pour mener à bien l'opération. C'est par gestes qu'ils communiquent. L'exercice est parfaitement rodé. Contact, contact! Aujourd'hui, c'est un entraînement, mais c'est exactement comme ça qu'ils neutralisent leurs ennemis. Ok, tout est sécurisé. Faut y aller. Après l'exercice, l'adjudant-chef Jean-Michel prend la direction de la cantine. Ici, plus de cagoules, ni de fusils d'assaut. Alors, le menu du jour, adjudant-chef, c'est quoi? Ils ont fait un menu exprès pour moi, filet de bœuf, ça me va très bien, de la viande. Et puis après, des petits croissants au jambon. Ça, il faut que je fasse attention parce que sinon, je vais mettre tout dans mes bouilles, des petits bourrelets, donc j'évite. Les produits sont locaux, mais les recettes françaises. Bonjour. Pas de sauce, merci. Pas de sauce, bon appétit. Merci bien. À chaque service, plus de 1000 repas sont servis. Pour le lieutenant Yann, pilote de Puma, la journée commence tôt. Avant chaque vol, il faut faire le tour de l'hélicoptère pour s'assurer que tout est conforme. Des commandos embarquent, ils doivent être déposés dans une zone d'opération. Pas de mission simple. Parfois, on part pour quelque chose qui a l'air tout à fait anodin et puis on se retrouve à poursuivre le vol de nuit dans des conditions climatiques très difficiles, parfois avec des menaces qui n'étaient pas prévues. Le Puma est toujours escorté par un hélicoptère d'attaque, le Tigre. Les pilotes volent en rase-motte. Un vol tactique à moins de 5 mètres du sol, seule façon de ne pas être repéré. Les terroristes sont très mobiles, ils se déplacent bien sur un terrain qu'ils connaissent par cœur, qui est emmené chez eux. À nous de savoir soit être invisible, soit au contraire aller les débusquer quand il le faut. Nous allons passer plusieurs jours dans le désert avec un groupe de combat. À 1 heure de vol de la base de Gao et à quelques kilomètres de la frontière avec le Niger, une zone refuge pour les djihadistes. Par mesure de sécurité, l'hélicoptère ne doit pas rester plus de quelques minutes au sol.
Nous devons quitter l'appareil, rotor tournant. C'est ici que commence l'opération militaire française baptisée Koufra. Ils ont installé ce qu'ils nomment dans le jargon militaire une base opérationnelle. En clair, des blindés stationnés en plein désert. Les soldats français préparent leur mission. On n'a pas la liaison directe, mais le convoi va passer. Pas de problème pour ça. Ils vont travailler, mais aussi dormir ici, sur ces lits de camp, à la Belle Étoile. Chaque combattant a un rôle précis à jouer. Première panne, les mécanos ont la pression. Ce serait bien qu'il redémarre et qu'il puisse repartir. Ça éviterait qu'on doit le tracter pour l'amener sur une autre zone pour qu'il soit réparé. Autant que ce soit nous qui le fassions et comme ça la mission peut continuer comme il se doit. Un groupe part en reconnaissance. Pour certains, c'est la première mission. La première rencontre aussi avec des villageois. Liaison avec Atlas. Ça va très bien, ça va très bien. On va juste faire un petit tour pour voir ce qui se passe dans votre village, voir l'environnement. D'accord, d'accord. Les individus ne sont pas tous amicaux, donc je te demande de resserrer. Certains regards qui sont moins accueillants en fait, par rapport à certains villages qu'on a déjà fait, ou par rapport à Gao, où là on est presque acclamé. Là, les visages sont assez fermés. D'accord. Bonne journée. La situation se détend un peu. Le lieutenant a enlevé son casque pour mettre tout le monde en confiance et dialoguer. Et au niveau de la sécurité, tout va bien? Au niveau de la sécurité. Tout va bien? Et le Mujao, il est présent dans la zone? Oui, oui. Oui. Ici, en haut là. Le Mujao, les hommes armés, souvent invisibles mais jamais très loin. Ici, tout le monde est suspect. Le sac là, vous l'avez vérifié? L'homme transporte des médicaments. Son identité est relevée. On recherche en particulier certains trafics, et notamment là, éventuellement du trafic de faux médicaments, qui peuvent être une source principale du terrorisme, de financement du terrorisme. Un peu plus loin, un jeune soldat s'improvise prof de français. Couteau. Ah, mais ça fait toujours plaisir de discuter avec eux. Des moments de complicité rares. De quoi oublier les 40 degrés. À une dizaine de kilomètres de là, retour au poste de commandement. L'équipe sanitaire cherche un peu d'ombre. Tous sont d'alerte 24 heures sur 24. Le médecin, comme les auxiliaires de santé. Cécile s'est engagée il y a 15 ans. C'est ok. Moi, je dors juste ici, en fait. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de place. Là, c'est quand je me suis installée, je me suis mise ici. Un petit porte-bonheur aussi dans le lit? Mon PA. C'est quoi? C'est le pistolet automatique. C'est un beau doudou, il y a pas. Voilà. Voilà. Non, mes doudous, en fait, tout ce que j'ai de plus précieux est resté chez moi. Voilà, c'est mes enfants et mon mari. Donc, Elles ne sont ici que quelques femmes. C'est le système D pour avoir un peu d'intimité. Alors, elle est où cette douche? Donc, en fait, alors, on a. Ça, c'est le petit confort. Ah, c'est la douche. Voilà. Alors, ça évite qu'on ait les pieds pleins de boue quand on sort de la douche. Et ça, c'est une excellente chose, parce que surtout quand on est une femme, voilà, bah, ça permet justement ces petits moments d'intimité. Où, bon, les garçons, ils se cassent pas la tête, ils ont voilà. Donc, on vient poser ça sur la palette. Voilà. On rentre à l'intérieur. Et puis, donc, avant, on prend ces bouteilles d'eau. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir l'accrocher ici. La journée suit son cours, pas d'intervention majeure pour Cécile. Elle s'est occupée d'un jeune soldat de retour de patrouille, un coup de chaleur. Il a fallu faire baisser sa température avec de la glace. C'est le première classe Mathieu qui apprenait le français aux enfants. Ça va? Tu peux manger un peu du coup? Il avait oublié de s'hydrater suffisamment. On l'a pris en charge. D'abord, on l'a glacé sur place. Il a été déshabillé tout de suite par ses camarades. Donc là, moi, j'étais prévenue très rapidement, ce qui m'a pas eu de le glacer.
Et là, justement, une fois que ça allait mieux, je lui demandais de venir, d'essayer de manger un petit bout. Le première classe Mathieu a repris des forces. Il repartira demain en mission. Il est 18h, la nuit tombe, fraîche et pas vraiment sûre. D'autres militaires poursuivent la traque des djihadistes. Dans un premier temps, les coordonnées de la BOAT que l'on va rejoindre. 15 degrés, 14 minutes, 09.3 secondes. C'est à l'est de Fati Fati. Ratisser des centaines de kilomètres dans le désert pour débusquer des terroristes, c'est la mission du capitaine Cédric. L'itinéraire que l'on va prendre, je propose plutôt de prendre d'emblée par l'est. Comme on connaît déjà le terrain, ce sera plus simple. C'est parti pour une longue patrouille en VAB, le véhicule de l'avant blindé. Pas très confortable, mais résistant aux balles de Kalachnikov utilisées par l'ennemi. En hauteur, un militaire surveille l'horizon. Dans le blindé, nous sommes 8. Le travail de fourmi peut commencer. Les militaires ont aperçu une famille nomade et décidé d'un arrêt. Derrière chaque berger peut se cacher un combattant. Et c'est sans surprise qu'ils ont découvert dans ces affaires un treillis et des rangers. Ils essayent d'en savoir plus, mais l'homme s'exprime mal en français. C'est bizarre. Il connaît des mots français? Ouais, il connaît des mots français. Vous avez tout vidé, toutes les affaires là? Oui. On a fouillé. En fait, c'est dans le lexique là, on lui demande quelle langue il parle, si Tamashek, Songhai ou Peul. Et après, on essaie de dire des petits mots pour voir s'il comprend des choses comme ça. Vous avez quoi comme mots sur votre lexique? Donc, on a au revoir, Kala tonton, et à la prochaine, Kala Handfo. Voilà. Pas suffisant pour un interrogatoire, le sergent décide de faire appel à leur interprète qui arrive 1 heure plus tard de la base arrière. En uniforme et le visage dissimulé pour sa sécurité, le traducteur malien demande au berger de s'expliquer. L'homme dit appartenir à un groupe armé autorisé. Dans le doute, les données de son téléphone sont copiées. Alors là, on essaie de chercher du renseignement, chercher les derniers appels qu'il a fait pour savoir s'il a pu prévenir quelqu'un de notre arrivée, voir s'il n'aurait pas des vidéos de propagande ou des contacts de personnel qu'on connaît. Un peu plus loin, c'est un autre berger qui est contrôlé. Les djihadistes font souvent appel à eux comme informateurs, ils les appellent les sonnettes. Le jeune garçon avait un objet dont il n'a pas vraiment besoin. Miroir. Au deuxième miroir encore. Un moyen ancestral pour passer des messages en jouant avec la lumière du soleil. Pour le groupe, c'est le retour au camp. Charlie est un soldat du rang. Un jeune engagé au profil peu commun. Il y a 1 an, il passait son Master 2 en fac de droit. Aujourd'hui, il appartient à un groupe de combat. Ça, c'est un bon moment. Ça fait du bien de retirer la frag, là. C'est un peu lourd, mais... La frag, c'est le gilet pare-balles. La frag, c'est le gilet pare-balles. Ça fait combien de kilos, tout ça? Le gilet plus tout l'équipement, je suis à 55 kilos. Joe, décroche là-bas. Tendre le filet anti-chaleur, c'est la priorité des militaires après la patrouille. La température dépasse encore les 40 degrés. La fatigue est là. Il est 16 h, les soldats du désert sont partis à l'aube. Après 5 contrôles de bergers et des heures de patrouille, c'est enfin l'heure du repas avec les rations de combat. Tout ce qu'il faut pour 24 heures. Petit-déj, barre énergétique. Ça c'est bon, ton escabèche. Fromage fondu. Vous rêvez d'un autre type de fromage peut-être? Un bon camembert, bien affiné. Avec un bon verre de vin rouge.
La France est dans tous les esprits, et pas seulement pour la gastronomie. Ces soldats vont passer 4 mois en opération. Le caporal Théo donne un sens précis à sa mission. Mon but est de protéger ma famille qui est en France. Donc je trouve que je suis vraiment utile ici, quoi. Donc on sacrifice pour protéger nos Français. Les soldats vont pouvoir dormir 4 ou 5 heures, mais certains officiers accumulent les nuits blanches. Sur le téléphone d'un des bergers contrôlés dans la journée, le capitaine Cédric a trouvé des vidéos de propagande terroriste. Après les contrôles effectués hier, l'heure est au bilan des premières patrouilles. On a fouillé un berger qui avait un téléphone sur lui. Et sur ce téléphone, on s'aperçoit qu'il y a des suspicions de vidéos de propagande terroriste. Une vidéo qu'ils vont transmettre au service de renseignement. Il faut identifier l'homme, la date de la vidéo et surtout le lieu. Juste l'arme qu'il a, c'est pas ici, ça doit être... C'est Irak ou Syrie. Même Libye. Attendez, je reviens. A priori, la vidéo n'a pas été tournée au Mali, même si Daesh est bien présent ici. Les militaires cherchent à connaître leur réseau. 5 minutes. Mais les Français ne sont pas au Mali uniquement pour la lutte antiterroriste. Une petite équipe quitte le camp au milieu du désert, direction plein nord. Pour une mission, cette fois à caractère humanitaire. C'est là où intervient le doc, le médecin de la section. Il multiplie les aides aux villageois en installant un cabinet de consultation au pied du blindé. Il commence par l'examen d'un nourrisson. Elle mange pas? Bah elle mange le lait. Mais est-ce qu'elle le prend bien le lait? Pas beaucoup. Est-ce qu'elle boit de l'eau à côté ou pas? Ah ouais, elle est un peu déshydratée la petite là. Pitchoun. Je suis heureux d'être ici parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Être en poste isolé comme ça, loin de tout, pour pouvoir exercer et aider les gens. La devise de notre école, c'est pour la patrie, l'humanité, et je trouve que c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Voilà. Après, le docteur passe aux échographies, souvent une première pour ces femmes. Okay. Mais j'ai quand même un bon sentiment comme quoi c'est une fille. Je vois les fesses, et entre les fesses, c'est une fille. C'est pour toi. Un gant de chirurgien transformé en ballon, en souvenir de leur passage. Des rencontres qui permettent de mieux connaître les villages, les mentalités. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Bye bye, les journalistes. À 1 heure de route de ce village, le camp des militaires. Vu du ciel, il a l'apparence des caravanes de western. Seule différence, pour se protéger, les blindés forment désormais un carré et pas un cercle. En opération, il ne reste jamais plus de 48 heures au même endroit. Pour trouver un peu d'intimité, Charlie, l'ancien étudiant en droit, s'éloigne un peu. Il écrit son journal. Je ne sais pas si beaucoup de personnes dans le monde peuvent vivre des situations similaires, voir des paysages aussi magnifiques dans des pays en crise. C'est pas donné à tout le monde. 22 soldats français sont morts au Sahel. Le sacrifice ultime, ils y pensent tous. On est dans un métier d'armes, forcément, on y pense, on pense à la mort, mais quand on a subi un entraînement intensif pour venir jusqu'ici, donc à partir du moment où on est bien entraîné, je vois pas pourquoi on viendra à mourir. On a des cours de combat, on a des cours de premier secours, et voilà, on est préparé, on est mieux préparé et on a moins de risques de perdre la vie. L'entraînement ne protège pas de tout. Hier, 2 soldats sont morts après avoir sauté sur un engin piégé. Réunion chef de section, rapidement. Ce jour-là, le jour de notre tournage, les hommes doivent faire face à une nouvelle menace. De l'ensemble du groupement, au nord, présence de terroristes dans la forêt de Sorori. Ça se précise. Du coup, on a reçu un ordre d'action là, il y a 10 minutes.
Ils vont faire dès ce soir une marche de nuit avec des jumelles de vision nocturne. Objectif, ratisser la zone. Charlie, lourdement armé d'une mitrailleuse, participe à l'opération. On est mieux équipé, donc on est plus à même de réagir en cas d'infiltration par l'ennemi ou en cas d'attaque. Eux, ils ont la connaissance du terrain, nous on a la technologie pour faire face. Charlie appartient au régiment de marche du Tchad. Des fantassins habitués à crapahuter en première ligne. La mission continue. Les militaires ont peu dormi. Après la marche de nuit, les soldats ont changé de position. Des intrus auraient photographié le dispositif français. Les hommes sont préoccupés. Je commence la reconnaissance à pied du point côté 288. Pour avoir une vue d'ensemble, les militaires se dirigent prudemment vers une crête. Un poste d'observation qui permet de déceler d'éventuels mouvements ennemis. Ils vont rester embusqués 2 heures. On s'est déplacé, on s'est installé en surveillance face au nord. On reste caché derrière le mouvement de terrain, juste pour pouvoir observer au plus loin, sans être vu exactement. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ici, on est toujours sur le qui-vive. Charlie se tient aussi en haut de la crête, toujours avec sa mitrailleuse. Les bancs de l'université lui semblent bien loin, et pourtant c'était l'année dernière. Je pensais pas finir là, au fin fond de l'Afrique, sur une ligne de crête, sur des rochers, face à des beaux paysages, certes, mais des paysages dangereux, ou qui sait, ou des terroristes se cachent peut-être dans les bois. Aujourd'hui, l'ennemi reste invisible. La traque doit continuer. Nous quittons le groupe de combat qui va poursuivre sa mission dans le désert pendant encore 3 semaines. Un vol d'1 heure en hélicoptère. Direction Gao, la base arrière des militaires. Moins d'1 millier d'hommes sont stationnés sur la base, beaucoup sont en opération. Des parachutistes se préparent pour un exercice de tir. À tout moment, ils peuvent être projetés au fin fond du Sahel. L'adjudant-chef Jean-Michel participe à l'exercice. Chacun devant un cible. Cible respective en zone létale basse. Tireur prêt. Les ennemis sont mobiles, rapides. Ils évitent souvent l'affrontement direct. Ici, ce n'est pas une guerre conventionnelle. On a des gens qui sont dissimulés dans la population, qui ne savent pas forcément combattre, qui ne vont pas utiliser des manières qu'on enseigne pour combattre face à nous et qui vont utiliser toutes nos faiblesses pour arriver à nous déstabiliser et à nous avoir. À l'écart du champ de tir, nous retrouvons le lieutenant Yann, pilote d'hélicoptère de combat. Au programme, en cette fin d'après-midi, une partie de volley. Des sports collectifs, tous les militaires en pratiquent. Selon eux, c'est fondamental pour la cohésion. Au bord de la piste, quand la chaleur devient moins étouffante, les adeptes du crossfit se retrouvent pour une séance intensive de sport. 4 mois, c'est assez long. Il faut rythmer nos journées. Et la partie sport, ça prend une part non négligeable de nos après-midi. Voilà, on se maintient en condition et puis ça nous fait du bien, ça nous permet de relâcher aussi la pression. Voilà. Après le dîner, les militaires se retrouvent parfois ici. Il y a une mélangeante, la première.
Un lieu de convivialité qu'ils surnomment la popote. Une seule bière est autorisée. Nombre de soldats ont déjà vécu des expériences marquantes. C'est sûr que c'est un peu atypique d'être allé au Tchad, d'être allé au Mali, d'être allé en Afghanistan. C'est très enrichissant aussi parce que c'est des pays dans lesquels on n'irait pas sinon. Voilà, ça permet aussi de toucher du doigt ces réalités-là. Les militaires français sont au Mali depuis 5 ans. La relève des hommes est en cours. Eux rentreront bientôt à la maison. L'opération Barkhane, elle, continue.